Bonjour, bienvenue au canal Delta 7. Je vais me présenter, je suis Émilie Gabillet, je suis psychologue clinicienne et je travaille pour la plateforme de répit de Paris de l'association Delta 7 pour accompagner et soutenir les proches aidants concernés par des maladies neurocognitives. Donc moi, Virginie Dopagne, j'ai été aidante de ma mère pendant 6 ans et voilà, ma mère est décédée en septembre et donc j'entame autre chose, un autre chemin. Alors je vais parler un petit peu de la relation d'aide telle que je la connais moi en tant que professionnelle et puis je laisserai ensuite Madame Dopagne illustrer mes propos par son expérience personnelle. Déjà dire que la relation d'aide, c'est une expérience qui est très particulière dans ce que j'entends du discours des aidants. C'est une expérience qui est très troublante, qui est très bouleversante, qui vient chambouler les repères qu'on avait, de l'autre, en tout cas la représentation qu'on s'en faisait de l'autre malade. Ça vient aussi chambouler les représentations qu'on peut avoir de soi, des autres aussi. Enfin, c'est vraiment une expérience qui bouleverse tout un tas de représentations, tout un tas de valeurs qu'on peut avoir à la base. C'est une expérience qui est la plupart du temps moralement difficile. Voilà, la plupart des aidants que je rencontre vivent cette douleur morale qui est plus ou moins intense, qui est parfois très intense. Et c'est aussi une expérience, et ça on le dit peut-être un peu moins, qui peut être associée à des aspects positifs. Voilà, donc ça je le développerai aussi tout à l'heure. Alors pourquoi c'est moralement difficile? Moi ce que j'entends de la part des aidants, c'est que c'est vraiment une confrontation au déclin de l'autre, au déclin d'une personne proche, et une confrontation assez impuissante, hein. Voilà, on voit l'autre évoluer dans la maladie, décliner sur le plan cognitif, sans pouvoir rien faire finalement. Euh, c'est aussi être confronté à des changements qui sont quand même radicaux dans certains cas. Ma mère, elle était douce et patiente. Aujourd'hui, elle est devenue très irritable et agressive. Mon mari était pilier et moteur et il est devenu très apathique. Voilà, donc c'est des situations vraiment très radicales en termes de changement. Et c'est très compliqué d'accepter des changements qui vont jusqu'à des changements de caractère, des changements de personnalité d'un être qu'on connaît depuis souvent très longtemps, voire depuis toute sa vie quand il s'agit du parent. Ça peut être aussi moralement difficile parce que c'est une expérience qui peut aussi faire vivre l'échec. Ça, c'est aussi très souvent ce que j'entends. Déjà parce que c'est une maladie qui est évolutive et quoi qu'on fasse finalement, la pathologie continue à évoluer. Voilà, on peut y mettre ce qu'on veut, c'est une pathologie qui évolue de toute manière. Échec aussi parce que c'est un lien qui peut être tendu, c'est pas facile d'aider une personne en perte d'autonomie. La personne qui est en perte d'autonomie l'accepte plus ou moins bien. Ça dépend bien sûr de la nature du lien, hein. Quand il y a eu des tensions au préalable, c'est encore plus tendu avec la relation d'aide. Donc voilà, c'est aussi, ça peut être aussi compliqué et difficile dans cette relation au quotidien, dans cette relation d'aide avec une personne qui accepte plus ou moins d'être aidée. Alors, les aspects positifs, quels sont-ils? Moi, j'entends souvent des aidants qui me disent que la difficulté de l'expérience fait que on puise en soi des ressources. Voilà, on puise ses ressources créatives, on puise différentes qualités, des qualités de patience, des qualités d'écoute. On puise en soi une grande souplesse aussi. Enfin voilà, ça demande à être très souple, d'être aidant, ça demande à être patient, ça demande à être empathique, ça demande à être ouvert. Donc voilà, c'est des différentes qualités qu'on a ou qu'on n'a pas, mais qui vont être importantes de développer quand on accompagne une personne en perte d'autonomie. C'est aussi une expérience qui peut faire, comment dire,
qui renvoie à des questions très existentielles, en fait, hein, qui changent un petit peu le sens qu'on peut avoir de la vie. Quand on est confronté à la maladie, on voit la vie autrement. On a un sens des priorités qui change. Voilà, on a un autre rapport au temps aussi, parce que quand on accompagne une personne qui a des troubles de mémoire, on est peut-être un peu moins dans le passé ni dans l'avenir, on est dans l'ici et maintenant, hein. Je me souviens d'une aidante qui m'avait dit je m'efforce de cultiver le bonheur de l'instant. Donc voilà, c'est aussi une autre manière d'envisager la vie, d'accompagner une personne en perte d'autonomie, sans compter que pour certains aidants, ça permet de trouver une place. Aider, c'est aussi une valeur positive, ça peut faire du bien d'aider, ça peut permettre de se sentir utile, de se sentir dans un autre lien avec la personne malade, peut-être plus positif finalement qu'avant la maladie. Donc voilà, c'est aussi une expérience qui peut permettre de vivre des éléments positifs dans son lien avec l'autre. Et puis même au niveau familial, hein, j'ai aussi connu beaucoup d'histoires où finalement la relation d'aide a rapproché et a voilà, permis de découvrir une autre manière d'être en lien avec l'autre et finalement plus positive. Et pour finir, et puis ensuite je vais laisser Madame Dopagne s'exprimer, ce qui me paraissait important de dire, c'est que c'est une expérience qui est à la fois intérieure, mais aussi sociale. Moi, j'accompagne les aidants dans ce chemin intérieur qu'est la relation d'aide. On voit que c'est un chemin qui est très différent d'une personne à l'autre. Ça va dépendre beaucoup de la nature du lien avec la personne qu'ils accompagnent. Ça va dépendre aussi de sa personnalité, bien sûr. Voilà, c'est vraiment un chemin qui est très différent d'une personne à l'autre, dont le rythme est vraiment très différent d'un aidant à l'autre, qui est plus ou moins douloureux, qui peut être extrêmement douloureux pour certains, mais voilà, qui en tout cas se fait vraiment à un rythme différent en fonction des personnes que je rencontre. C'est aussi une expérience sociale dans le sens où l'expérience de la relation d'aide, elle dépend beaucoup de la façon dont les autres regardent mon expérience. J'entends finalement beaucoup d'aidants qui me parlent plus de leur relation avec les autres et de tout ce que ça a réactualisé de du rapport avec les autres, que ce soit la famille ou les amis. Et ce sentiment d'être soutenu ou pas soutenu dans cette expérience, il va vraiment être très important dans l'expérience de la relation d'aide de façon générale. Les aidants qui se sentent soutenus par les autres vivent beaucoup mieux leur relation d'aide que ceux qui se sentent seuls, qui se sentaient déjà seuls finalement avant l'expérience de la relation d'aide et qui se sentent encore plus seuls dans cette expérience-là. Donc voilà, il y a vraiment ces deux dimensions, cette dimension intime et cette expérience sociale qui vient aussi me questionner sur la manière dont je me sens en lien avec les autres et la manière dont je me sens perçue par les autres. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur la relation d'aide. Je ne sais pas ce qui fait écho ou ce qui ne fait pas écho chez vous, Madame Dopagne. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que c'est un chemin absolument incroyable, quoi. Et je crois que le jour où on nous a donné le diagnostic, j'imaginais même pas ce que j'allais vivre jusqu'à aujourd'hui, finalement. Je crois qu'il y a effectivement il y a une grosse panique au moment où on nous annonce ça, parce que finalement, on sait qu'on va vers quelque chose qui ne se guérira pas et qui va quelque part être constitué de petits deuils au fur et à mesure. Mais je crois qu'on n'imagine pas la violence et l'immense fatigue qu'on va subir, parce que finalement, petit à petit, on ne peut plus dormir, parce que moi, ma mère ne faisait que des micro-siestes. Donc finalement, je ne dormais plus. Je me sentais sans arrêt réactive parce que j'avais peur, j'habitais au 10e étage, peur qu'elle ouvre la fenêtre, peur des couteaux, parce que ma mère était fronto-temporale, donc assez violente. Et ça, c'était quelque chose d'assez effrayant. Mais par contre, par rapport à ce qu'on vit soi-même, ce que vous disiez, c'est que moi, c'est très paradoxal, mais ça m'a énormément changé. Ça m'a fait faire un chemin intérieur qui est absolument incroyable. Incroyable, parce que je pense que on vit chacun une relation d'aide qui est différente. Et on se sent effectivement plus ou moins seul. Moi, je sais que je me suis retrouvée face à une mère avec qui je n'avais pas forcément des liens très positifs. Et donc, j'ai l'impression que je suis allée gratter toutes les poubelles de mon enfance pendant ces 5 ans.
Et j'avais pas d'autre choix que de dépasser ces obstacles les uns après les autres. Et ça m'a emmenée dans des situations d'impuissance terribles, mais en même temps, ça a été une relation d'amour absolument incroyable à partir du moment où elle est rentrée en EHPAD et à partir de ce jour-là où en fait elle a lâché prise et où moi, j'ai pu donner tout ce que j'avais jamais donné à ma mère finalement. Et je me disais, je me rends compte maintenant, on en parlera tout à l'heure, mais que moi, celle que je pleure maintenant, c'est cette vieille dame que j'ai accompagnée à la fin de sa vie. C'est pas ma maman. Et, euh, et alors, par rapport aux autres, alors ça, c'est vrai qu'on est dans un sentiment de solitude absolument extraordinaire, mais parce que je ne crois pas que ça soit de la faute des autres, mais je crois que nous, on ne sait même pas expliquer notre solitude, ce qu'on vit. On prend des choses dans la figure qui sont incroyables, du genre, eh ben, c'est normal que tu t'occupes de ta mère parce que tu as la retraite. Toi, tu vis chez elle, donc c'est un bon compromis. Et nous, on est là, mais on ne comprend pas du tout ce qui nous arrive parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vis là? Je croyais que c'était une parenthèse dans ma vie et que j'allais reprendre ma vie après. Et en fait, pas du tout, c'est le contraire. Je pense que c'est vraiment. Elle m'a donné la chance finalement de commencer un autre chemin qui fait que maintenant, je me sens beaucoup plus à ma place dans la vie. Et ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et alors, le bloc familial, c'était complètement brisé parce que ça a été très compliqué. Et maintenant, ça se reconstruit. Donc, voilà. Mais alors, par contre, la chose que je voudrais vraiment dire, c'est que si j'avais pas été aidée par la plateforme, si j'avais pas eu votre soutien et tout ce que vous avez proposé, notamment la formation, jamais j'aurais tenu, jamais, parce que je crois que moi j'étais enseignante, donc j'étais persuadée que j'allais arriver à lui redonner de la mémoire, par exemple. Et bon, effectivement, ça c'était pas possible. Et donc il y avait une acceptation. Il fallait comprendre que c'est pas à elle de lâcher prise, mais c'était à moi de lâcher prise et d'accepter au jour le jour finalement. Et il y a effectivement ce que vous disiez, on prend conscience qu'il faut avancer un pas après l'autre. Et j'ai envie de dire que la vie n'est pas la même et le moment, ce ne sera jamais pareil d'une heure sur l'autre parce que tout peut basculer en 3 secondes, quoi. Et ça donne, oui, j'ai l'impression que du coup, j'ai récupéré une vraie qualité de présence au quotidien, en fait, depuis. Et puis alors oui, sans la plateforme, je pense que je me sentais énormément glissée. J'étais vraiment dans un puits sans fond et je ne pouvais plus me rattraper à rien parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me sentais extrêmement malmenée et je trouve que la plateforme est un espace qui permet d'oser dire qu'on n'en peut plus, d'oser dire qu'on déteste notre proche sur le moment tellement il nous blesse. Et, et c'est comme si finalement on lâchait notre fardeau et que finalement on repartait rechargé. Et voilà, moi ça c'est vraiment, et je ne cesserai de dire que je pense qu'on ne peut pas s'en sortir dans cette relation. Euh, En tout cas, on ne peut pas grandir grâce à cette situation si on n'est pas accompagné. Ça c'est sûr. Voilà. Alors, donc, Madame Dopagnemont, on se connaît depuis un moment. Ça fait près 4 ans, je pense, Oui, c'est 4-5 ça, ans qu'on se 5 ans, connaît. oui. On s'est rencontrés, bien sûr, dans le cadre de la relation d'aide sa maman, dans un moment un peu de crise. Mm. Et puis, en fait, voilà, avec le temps, on se rend compte aussi qu'il y a une autre expérience après la relation d'aide, qui est l'expérience du deuil. Mm. Avec nos 7 ans d'existence de la plateforme, on commence à accompagner des aidants en situation de deuil. Et là, c'est une autre expérience. Enfin, moi, en tant que professionnelle, je rencontre une autre clinique. Voilà, des personnes qui sont endeuillées et qui vivent un deuil normal, c'est-à-dire un deuil associé à une douleur qui est très spécifique. La douleur de l'absence de l'autre, la douleur de la rupture du lien. Voilà, alors ça reste malgré tout une expérience dans la continuité avec la relation d'aide, dans le sens où avant le décès du proche, on a parfois attendu le décès du proche. Enfin, j'ai beaucoup d'aidants qui, en entretien, me disent qu'ils désirent le décès du proche, tellement c'est difficile pour eux, tellement c'est difficile pour l'autre. Donc cette mort, elle a pu être attendue, elle a pu être désirée, mais c'est pas pour ça que c'est pas douloureux quand le décès survient. Et il y a certes une libération,
mais la libération n'empêche pas l'absence, et la libération n'empêche pas la douleur. Donc voilà, donc, on est aussi en train de se spécialiser, de nous former dans l'accompagnement des personnes endeuillées et dans l'accompagnement de ce processus de deuil qui est naturel et qui lui aussi est intime et intérieur. C'est un vrai chemin intérieur et qui lui aussi est très en lien avec le regard des autres, parce que comme la relation d'aide, on a des représentations sur la manière dont il faut aider. Voilà, si on est à la retraite, on peut aider, c'est facile. Confier son proche en EHPAD, c'est l'abandonner. Enfin, il y a plein de représentations comme ça qu'on projette sur les aidants qui, eux, sont souvent en difficulté. Et le deuil, c'est la même chose. On a aussi plein de représentations du deuil. Voilà, une personne de 85 ans qui décède et qui a en plus une maladie d'Alzheimer, c'est pas très grave. Si, c'est très douloureux. C'est plus ou moins douloureux en fonction des aidants, mais ça reste une expérience douloureuse. Voilà. Et ce qui est très caractéristique aussi chez les aidants et les séances du deuil chez les aidants, et je laisserai Madame Dopagne s'exprimer ensuite, c'est que une fois que la douleur s'apaise, il y a ce travail de reconstruction qui est très spécifique chez les aidants, puisque pour certains aidants, il y a tout un tas d'investissements qui ont vraiment été mis de côté. Tous ces investissements à soi, pour soi, que ce soit son travail, ses loisirs, sa vie familiale, sa vie de couple ou que sais-je, tout ça a pu être mis de côté de façon plus ou moins importante. Et du coup, voilà, ce travail de reconstruction, il va être très particulier dans ce sens-là, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été laissées de côté et qu'il va s'agir de réinvestir. Oui, c'est quelque chose, effectivement, que moi, dont j'avais très peur parce que je ne savais pas comment allait se finir la vie finalement. Et c'est arrivé finalement assez rapidement. En tout cas, ça s'est passé avec beaucoup de dignité. C'est-à-dire que ma mère, ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est très étonnant. D'abord, moi, j'ai eu un très beau cadeau, c'est qu'elle est partie, ma main dans sa main. J'avais sa main dans ma main, donc il y a eu un côté très très apaisé. On était toutes les deux, comme si la boucle se bouclait. C'est un voyage qu'on a fait ensemble et qu'on a terminé ensemble, seuls ensemble. Mais moi, j'ai été très surprise de ma réaction immédiate. En fait, j'étais paniquée parce que je restais encore dans cette maman qui ne savait pas où elle était, qui était perdue. Et je me disais, oh, mais elle est où? Mais elle va être perdue. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que mais ce que je disais, ça n'avait pas de sens. Quoi. Que de toute façon, d'abord, je ne sais pas où elle est, mais c'est que j'avais plus à m'inquiéter pour elle. Et c'est très curieux, comme j'ai gardé ça pendant… ça m'est arrivé encore bien 3 semaines après. Quoi. Enfin, j'ai gardé ça longtemps, cette inquiétude. Et là, c'est pareil. Moi, je me rends compte avec mon frère, on ne vit pas du tout le même deuil. Je pense que mon frère, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais il pleure sa maman. Alors que moi, je pleure cette vieille dame avec qui j'ai eu cette relation et le toucher, parce que je la touchais beaucoup, je la retirais beaucoup, et ben ça me manque. Ça me manque cette présence et la présence à l'EHPAD aussi. C'est que finalement, ça se passe très vite, on dit au revoir à l'EHPAD. À l'EHPAD, ils gardent, et ils ont raison, une certaine distance par rapport à nous, parce qu'ils ne peuvent pas être impliqués dans le deuil de chaque famille. Donc, moi, j'ai eu l'impression d'une histoire qui était avortée finalement, où j'ai pas pu vraiment dire au revoir. J'ai envoyé des courriers, mais voilà, ça a été très vite fait, quoi. Et voilà, et je sais que la route va être longue, et c'est ce que vous disiez, parce que ça aussi, c'est pareil, les proches, c'est assez étonnant parce qu'ils me disent oh ben maintenant, ça y est, c'est super pour toi, ça recommence. Mais non, d'abord, ça recommence pas, ça va se poursuivre. Et j'entends ce qu'on me dit, c'est-à-dire que tu n'as plus cette charge-là. J'ai plus la charge mentale. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout d'un coup, il y a une infinité de possibles qui s'ouvrent à moi, puisque moi, mes enfants vivent leur vie, sont adultes. Donc effectivement, j'ai toute la vie, mais j'en fais quoi? Comme si tout d'un coup, j'avais plein de liberté, mais je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Et je ne sais pas du tout. Et j'ai envie de dire que on n'est pas perdu de la même façon, mais on est complètement perdu. Et c'est pareil, je pense que là, on a besoin d'être accompagné parce que je ne sais même pas. Je suis dans une espèce de vide. Alors pareil, je retrouve les réflexes de l'aidant, c'est-à-dire de me dire, bon, ben, c'est un jour après l'autre. Mais voilà, il y a des jours où tout va bien.
Et puis, il y a des jours où je vais pleurer, et il y a des instants où je vais pleurer, et je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est une maladie qui apprend à accepter l'état dans lequel on est, et, mais c'est compliqué pour les autres. Et moi, je me suis rendu compte, avec des amis qui pourtant qui sont des amis très chers, qui étaient agacés, mais je pense que c'est gênant pour eux finalement, et qui me disent, ben, enfin, ça suffit, maintenant rebousse-toi, remue-toi. Et en fait, au lieu de dire quelque chose, je m'aperçois que je dis rien. Je dis rien parce que je me dis, mais j'ai pas envie d'expliquer que de toute façon, le chemin sera certainement long, mais que je ne sais pas. Et je me dis, il y a un vrai parallèle entre les deux parce que on ne sait pas du tout vers quoi on va. Je pense que les dents, on avance, mais moi, par exemple, le décès, je me disais, ça va être quoi? Ça va durer, ça va pas durer. Et ben là, c'était pareil. Et mais cette solitude, elle est la même, quoi. C'est vraiment. Euh, et surtout, ce qui m'a frappée, c'est ce réflexe de mais est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle n'est pas perdue? Comme quoi, je pense que c'est quelque chose qui reste, quoi. Et je sens que de toute façon, ça, je sais que c'est. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie, quoi. Que vraiment, il y a une fragilité, une espèce d'inquiétude qui est là, qui est. Même si on dort mieux, tout le monde me dit, bah maintenant tu te reposes. Enfin, c'est assez drôle d'entendre ce qu'on peut nous dire, quoi. Et j'entends la vie qui nous appelle, mais j'ai envie de dire, mais patientez, laissez-moi du temps, quoi. Voilà. Et donc, je compte sur vous.